Welcome back, everyone. Rebonjour à tous, bienvenue à cette séance plénière. L'OMC a 30 ans. Évolution ou révolution? Nous venons d'entendre un exposé magistral sur la mondialisation. Ici, nous allons davantage nous concentrer sur les questions d'ordre institutionnel. L'OMC est à la croisée des chemins, je pense qu'on peut le dire. Nous célébrons le 30e anniversaire, une génération en 1994. 125 pays ont signé l'accord de Marrakech. C'était le fruit de 8 ans de négociations, cycle d'Uruguay, et l'on visait à élargir ce qui existait depuis 1947, c'est-à-dire le GATT. Une institution a été créée, dotée d'un secrétariat et d'un système de règlement des différends, avec un organe d'appel, et beaucoup l'appelaient le joyau de la couronne. Mais voilà, 30 ans se sont écoulés. Le système de règlement des différends traverse une crise. Nous avons des avancées avec l'accord sur la facilitation du commerce, mais nous avons aussi, sur le plan politique, des crises, une situation géopolitique tendue, et puis la question de la résilience des chaînes d'approvisionnement qui est posée. Et nous comptons parmi nous d'éminents experts qui vont aborder toutes ces questions. Nous allons faire le point de la situation au terme de ces 30 ans. Nous allons voir si nous pouvons continuer d'avancer et nous allons voir comment rester pertinent pour les 30 ans à venir. À ma droite, Marie Pangestu, qui n'a pas besoin d'être présentée. Marie travaille au sein de l'Institut Peterson pour l'économie internationale à Washington. Mais vous avez été directeur en exercice de la Banque mondiale et moi je vous connais depuis longtemps. Vous avez été ministre du commerce de l'Indonésie, entre autres fonctions. Toujours à ma droite, Federico Banos Lindner, qui était vice-président de DP World, entreprise de logistique aux avant-postes de tout ce qui se passe sur le terrain. Nous avons là des personnes qui sont en première ligne et qui voient ce qui se passe. Nous avons aussi d'éminents universitaires, Rob House, professeur de droit international à l'Université de New York et qui a rédigé de nombreux ouvrages sur les questions qui nous intéressent, sur l'avancement des institutions. Scott Lincecum de l'Institut Cato de Washington, juriste depuis de nombreuses années, qui travaille beaucoup sur les questions de politique industrielle notamment. Et bien sûr, Bright Okoku, qui est chef du personnel à l'OMC et qui va faire le point également pour fixer le cap. Marie, et je lance la discussion. Vous représentez un grand pays en développement, un pays du sud global. Et nous avons la majorité des membres de l'OMC qui viennent du sud global. Alors, qu'a pu apporter l'OMC pour vous, pays en développement? Quelle est la valeur, encore une fois, apportée par cette organisation pour la majorité de ses membres? Je vous remercie. Dans le droit fil de la conférence d'ouverture qui vient d'avoir lieu,
pays en développement voient la contribution du commerce à la réduction de la pauvreté, notamment. Mais la question reste posée, est-ce que les dividendes sont répartis, distribués de manière égalitaire? C'est la question qui reste posée. Et moi, en tant que ministre du Commerce, je dis toujours, bon, vous savez, ce n'est pas simplement le ministère du Commerce, mais aussi du Développement. Et donc, il faut des politiques en complément pour la répartition de ces dividendes du commerce. Et c'est là, je pense, qu'il faut faire mieux parce que les hommes politiques s'en prennent toujours au commerce et je l'ai vu, je l'ai constaté lorsque j'étais en poste au ministère du Commerce. Alors, et ils vous disent oui, mais on va vous protéger, on va augmenter les droits, droits de douane ou autres. Non, il faut une autre rhétorique, un autre argumentaire. 5 remarques. Quels ont été les bienfaits apportés par l'OMC aux pays en développement? Et je vais vous dire quel est mon âge. Bon, j'ai une expérience de 30 ans, donc j'étais là dès le début. Lorsque l'OMC a été créée, elle est devenue une plateforme pour ces pays. Et finalement, enfin, les pays en développement avaient voix au chapitre lors du cycle d'Uruguay. Ils étaient là, certes, mais ils acceptaient ce qui était négocié. Donc, c'était assez passif comme participation. Alors, vous l'avez dit, le joyau de la couronne, c'était le mécanisme de règlement des différends. Et là, je donne l'expérience de l'Indonésie, mais aussi d'autres. Il y avait de grandes puissances qui pouvaient déployer des mesures assez injustes. On a parlé des mesures pour les cigarettes, par exemple, et de la violation du principe de non-discrimination. Il y a eu d'autres cas, des disciplines infligées ou des politiques nationales déployées à mauvais escient. Donc, oui, joyau de la couronne, mais il faut savoir évoluer et faire en sorte que le système fonctionne. Ces 5 dernières années, on a vu que des mesures unilatérales étaient infligées de plus en plus souvent en violation des règles. Renforcement des capacités, comment est-ce que les pays en développement peuvent s'intégrer mieux au système? Et troisièmement, à Seattle, bon, voilà, un couvre-feu, on ne pense pas à ça quand on est à Seattle, mais c'est simplement parce que les pays développés étaient dans la salle et que eux décidaient du sort du reste des membres. Après Seattle, nous avons pu observer une riposte des pays en développement. J'ai pu observer ceci avec l'échec de Cancun, puis on a eu Doha, puis la préparation de Hong Kong. C'était là où les pays en développement ont trouvé leur voie et se sont fédérés au travers de groupes. Vous aviez le G20 pour l'agriculture, le G33 que je dirigeais à l'époque pour l'Indonésie, les pays les moins avancés, le groupe africain, et ainsi de suite. Et pourquoi étaient-ils importants? Nous nous sommes unis. Nous avions investi des ressources. Nous avions un secrétariat, des secrétariats qui faisaient le travail d'appui pour justifier pourquoi nous voulions soit le traitement spécial et différencié, soit des périodes plus longues, soit tel ou tel résultat en notre faveur, parce que nous voulions équilibrer le développement. Et nous n'étions pas juste en train de dire non. Non, on disait non parce qu'on veut faire de telle autre façon et parce qu'on a besoin de renforcement des capacités. Ensuite, pourquoi cet échec à Doha? Après tout cela, on a traversé Hong Kong, etc. Il faut aussi savoir que ces groupes nous ont donné un siège autour de la salle dans la Green Room. L'Indonésie était un grand pays en développement, mais je ne portais pas que cette casquette, je portais aussi la casquette du G33, aujourd'hui 45 membres. Donc, ça aide aussi à être invité au consensus qui est appelé et dont on avait besoin. Donc, pourquoi cet échec de Doha? Ça, c'est mon point suivant. De Hong Kong à Doha, Hong Kong, ça a réussi. À Doha, il y a eu un consensus soigneux
avec un acte d'équilibrisme délicat qui a fonctionné. Moi, je trouve que ça a plutôt bien marché, car j'en étais témoin, mais quelque part, c'était un ou deux membres qui ont refusé de s'associer au consensus pour deux raisons. Enfin, il y a deux raisons, c'était une, et deuxièmement, il n'y avait pas assez de volonté politique. J'étais aux réunions du G20, voyez-vous. C'était, je crois, Nicolas Sarkozy qui dirigeait la réunion. Tous les dirigeants étaient d'accord sur l'importance de finir Doha. Tous les ministres ont été renvoyés à Genève en disant, voilà, allez à Genève, finissez le travail. Or, tout ça pour rien, en vain. Il faut qu'on continue à y penser, à réfléchir au pourquoi, mais c'est pour cela aussi que ce qu'on appelle l'engagement unique a échoué. On essayait de faire marcher l'engagement unique, on est allé à Doha, et nous voilà ici alors que nous travaillons à des pièces éparses du paquet. Dernière chose, oui, nous avons progressé, comme l'a dit la directrice générale tantôt, que ce soit l'accord sur la facilitation des échanges ou encore les initiatives plurilatérales, l'accord sur les subventions à la pêche, et ainsi de suite. Nous devons continuer à pousser pour que les choses avancent. Et je pense que l'AFE est un succès parce qu'il a joui du soutien des milieux d'affaires et parce qu'il y avait des pays en développement qui avaient besoin d'assistance et de renforcement des capacités, qui ont pu obtenir ce qu'ils souhaitaient. C'est un de ces cas où on pouvait rédiger les positions de négociation et les obligations moyennant un renforcement des capacités. Et je trouve que cette solution est intéressante et doit être reprise. C'est intéressant que cette modélisation, merci. Revenons à aujourd'hui. Scott, il y a une politique industrielle 2.0 aux États-Unis. Il y a la rivalité Chine-États-Unis dont on ne voit pas la fin. Quelles sont les perspectives pour l'OMC? Comment peut-elle garder un système commercial assez ouvert? Sorry. So certainly. Voilà, le micro est allumé. Merci. Donc oui, effectivement, cette tension géopolitique et la rivalité Chine-États-Unis est un grand défi pour l'économie mondiale, mais je pense que les perspectives sont plus souriantes qu'on aime à le dépeindre, notamment pour l'OMC. Commenciez par des faits de base. La démondialisation s'avère être une coquille vide. S'il y avait un commerce mondial depuis le milieu des années 2000, le commerce de marchandises ajusté de l'inflation a augmenté d'environ 40% en exportation. En Chine, plus de 40%. Les exportations de services commerciaux sont passées de 5 à 7% du PIB pendant la période. Le commerce numérique, bien sûr, explose. C'est pratiquement multiplié par 2 pendant cette période. Donc, quelque part, le commerce dans le monde s'avère être, même aujourd'hui, plutôt résilient. Aux États-Unis, même aux États-Unis, qui se retranchent derrière ces frontières soi-disant, c'est un peu la même histoire. Les importations de marchandises ajustées de l'inflation aux États-Unis ont augmenté de près de 20% depuis 2015, depuis que Trump est arrivé à l'avant-scène. Avec l'Inde, le Vietnam et d'autres parties à des accords préférentiels, même chose. Même les relations Chine-États-Unis sont un peu trop dépeintes comme le diable sur la muraille. 15% de toutes les importations viennent de Chine pour pénétrer aux États-Unis. Mais bon, il y a aussi eu un déplacement des chaînes d'approvisionnement vers des pays tiers. Donc, la rhétorique, le discours sur la Chine est très préjudiciable pour la Chine. Or, la réalité n'est pas aussi terrible qu'on aime à le croire. La législation protectionniste, même au beau milieu de la campagne électorale, cela a été mis de côté. Par exemple, mettre fin aux relations commerciales avec la Chine, ça a été mis au placard pour le moment. Donc, même aujourd'hui, le discours ambiant s'est un peu atténué. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses ont finalement été plutôt bonnes?
Nous avons eu des décennies de commerce multilatéral basé sur des règles, avec des gens, des entreprises, des systèmes, des gouvernements qui ont obtenu un avantage immense. Alors, ces avantages, d'abord, sont difficiles à enlever. Cela impose d'énormes coûts si on essaie de les enlever. Et puis, ça conduit à s'adapter. Les chaînes d'approvisionnement s'adaptent en temps réel, que ce soit par rapport à la rivalité États-Unis-Chine ou bien les problèmes de résilience, les problèmes de pandémie, la Russie, l'Ukraine, etc. Il y a adaptation rapide. Deuxièmement, c'est bien l'OMC et ses règles, les règles du système GATT-OMC qui aident. Madame la directrice générale m'a fait remarquer que 75% du commerce mondial se fait au titre de ces règles de base GATT-OMC. Aux États-Unis, près de 60% des gains de bien-être provenant du commerce viennent des lois de l'Uruguay Round, de notre appartenance à l'OMC. Et de nouvelles recherches montrent qu'en dehors des États-Unis, ces règles GATT-OMC sont encore dominantes, par exemple pour les chaînes d'approvisionnement sur les produits alimentaires. Et on peut dire aussi que le multilatéralisme prend en importance du fait de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement, du fait de leur diversification. Et si on va plus loin, ce que l'on constate, c'est que tout au système mondial commercial ne concerne pas seulement les États-Unis et la Chine. Les gouvernements continuent de plébisciter le système OMC, que ce soit par les accords multilatéraux ou plurilatéraux, plus petits mais qui se passent quand même, les accords plurilatéraux, le règlement des différends. Ces choses-là continuent à se dérouler dans le théâtre OMC et déplorer le décès de l'OMC, c'est vraiment déjà prématuré et deuxièmement, complètement erroné. Bien, on va y travailler. Very good. It's a base. Bravo. Oui, c'est une base et on va y travailler. Rob, des critiques sont émises notamment par les États-Unis contre l'OMC. Certains disent que l'OMC a perdu son poids comme institution, qu'il faut revenir au métier de base, au b.a.-ba. Pour vous, est-ce que l'OMC effectivement a perdu de son influence, de son poids? Et le micro fonctionne très bien, merci. Ce que je dirais, c'est que l'OMC est en train de se donner une nouvelle image et de nouvelles tâches à la lumière de la complexité de la réalité géopolitique et géoéconomique d'aujourd'hui. Et se redonner une image, c'est intéressant. L'image d'origine, on y a fait allusion plusieurs fois. Il s'agissait de négocier d'énormes accords à l'aide de règles et où on peut amener à mettre en conformité grâce au fait d'infliger des sanctions. Ce qui est devenu apparent, c'est que ce modèle qui se caractérisait par l'ouverture et par la libéralisation correspondait à une idéologie présentée par le professeur Foreman tout à l'heure de façon très exhaustive. Donc, on essaye de faire en sorte que les gouvernements rendent le monde une meilleure place pour les acteurs du marché. Comment le faire? Eh bien, avec ces énormes accords à l'aide de règles opposables, comme qui dirait. Une des facettes du modèle qui n'est pas garant du succès à l'avenir, c'est que l'idéologie devient préjudiciable et ternie. Et je donne beaucoup de crédit à la directrice générale de l'OMC, puisque on ne veut pas que l'OMC soit une sorte d'instance d'aide au dernier jour, en quelque sorte, pour une idéologie défunte. Il faut revenir à la mission fondamentale, au métier de base de l'organisation
Aujourd'hui, on essaie de le faire avec des concepts comme le commerce inclusif, un meilleur commerce pour un monde meilleur. Si toutes sortes de dynamiques de puissance, d'états de fait géopolitiques rendent la première image non viable, utilisons le capital humain à l'OMC pour accomplir des choses qui feront en sorte que le commerce améliore la vie des populations, des gens marginalisés qui se sont vus ôter leur pouvoir au système commercial multilatéral afin qu'ils, aujourd'hui, se prévalent de ces opportunités. Et on joint l'acte à la parole puisqu'il y a beaucoup d'initiatives, le coton avec la FIFA, ce qui se passe au niveau des plastiques, au niveau de l'égalité des genres, de l'équité du commerce et plus récemment démarcher les peuples autochtones. Voilà, donc je pense que tout ceci est excellent. Et quand on parle de capital institutionnel, eh bien l'OMC est une mine d'informations sur les chaînes d'approvisionnement, sur ce qui se passe dans la réalité commerciale. Et dans cet article merveilleux que je vous recommande, de Stiglitz et Martin, que je vous recommande, sur la prospérité dans le monde et les règles internationales, eh bien, c'est un bien public mondial. Pour les gens dans le système qui ne peuvent pas se permettre d'acheter tout ce qui est dernier cri, eh bien, obtenir cette mine d'informations sur les restrictions au commerce, sur la façon dont les chaînes d'approvisionnement se profilent, avoir tout ceci dans des plateformes numériques accessibles, transparentes, c'est une énorme contribution. Ça aide les personnes qui ont moins de ressources, qui sont des acteurs peut-être plus marginaux. Cela les aide à obtenir une part du gâteau. Et même chose pour la facilitation douanière. Ici, le message, ce n'est pas seulement qu'il faut libéraliser les obstacles, ouvrir les obstacles. Si à la frontière, les choses fonctionnent mieux, plus efficacement, plus rapidement, grâce justement à la technologie, on peut avoir un meilleur commerce, moins de coûts de transaction, on peut être plus efficace pour saisir ou stopper le commerce dangereux. Donc, en fait, tout dépend des valeurs avec lesquelles on regarde les choses. Fonction de délibération. Il y a des façons de traiter des biens communs que de négocier des énormes accords. Il faut peut-être faire de l'OMC un espace de délibération plus poussé où il y a des dialogues, par exemple, sur les normes, les standards, un dialogue qui peut produire des ajustements, une meilleure compréhension entre pays ou régulateurs qui, au départ, croient qu'ils sont très éloignés dans leur système de pensée. Et c'est un travail quotidien. Y a-t-il des signaux d'alerte précoce? Eh bien, à mon avis, il y a un danger. Se redonner une image peut primer sur la réorientation des tâches. Peut-être qu'il faut moins s'attacher au slogan et plus délibérer pour inclure de plus en plus de voix, ne pas avoir peur du désaccord et du conflit. Quand on voit dans cette enceinte qui est exaltante et diverse, quand on y voit beaucoup de personnes de renom associées à une certaine idéologie, eh bien, certains se diront, mais qu'est-ce qui a changé au niveau de l'aspect de l'ouverture par rapport à une approche qui ne dépend pas de dogmes et de méthodes associées au néolibéralisme? Je pense que tout bouge dans le bon sens et utiliser les ressources de l'information de l'institution, les données, les technologies, utiliser et mutualiser tout cela peut permettre de produire des résultats qui seront autres qu'une simple nouvelle image pour l'OMC. Très bien, on verra au deuxième tour de table comment avancer. Federico, dites-nous un peu plus sur la façon dont votre entreprise fait face à toutes ces mutations décrites, politique industrielle, chaîne d'approvisionnement, nouveaux règlements, etc. Comment
faites-vous face? Quelle est votre expérience? Notre entreprise évolue dans à peu près 80 pays et nous gérons environ 11% du commerce mondial. Nous sommes très conscients de la disparité de perception parfois quant à la façon dont le public et le secteur privé voient les gouvernements. Mais ce qui est clair pour nous, c'est que sans que des gouvernements soient efficaces et aient un ordre mondial basé sur des règles, on aura des droits de douane, des contingents, des obstacles au commerce qui peuvent fluctuer de façon très imprévisible, comme on a pu le voir très récemment avec l'Union européenne et les États-Unis et les droits de douane appliqués sur les véhicules électriques chinois. Nous regardons ceci sous l'angle de notre expérience, certes, mais surtout sous l'angle de l'expérience de nos consommateurs. Et ce que nous voyons, c'est que de plus en plus, ceci augmentera les coûts, les tensions, les frictions pour les consommateurs. Alors qu'eux sont à la recherche d'une certitude, d'un minimum de prévisibilité dans ce monde qui subit tant de chocs géopolitiques. Et ceci a un effet sur la rentabilité et aussi sur les volumes de production. Exemple, l'un des grands fabricants de véhicules dans le monde, Toyota, a subi une baisse dans sa production dans le monde. Dans les 6 mois, en glissement mensuel, de janvier à juillet. En Thaïlande, une baisse d'environ 14%, par exemple. Et la liste se poursuit et c'est démultiplié par la baisse des ventes, autant en Chine qu'aux États-Unis, qui sont des marchés cruciaux. Donc, on voit aussi que ces tensions commerciales, ces chocs géopolitiques débouchent sur une fragmentation accrue des chaînes d'approvisionnement et cela affecte la possibilité d'augmenter les parts de marché par rapport aux fabricants nationaux. Et évidemment, pour ceux qui mettent les obstacles en place, ils veulent protéger leurs propres fabricants sans s'occuper des conséquences inescomptées de ces obstacles. Si on prend l'échelle régionale, on regarde la région des Caraïbes, par exemple, qui, elle, est fortement dépendante des importations pour faire marcher son économie, eh bien, la Banque mondiale a estimé qu'environ 80 à 90% de leurs denrées alimentaires disponibles dans les marchés des Caraïbes proviennent d'importations. Et on voit quand même que les perturbations qui ont perduré à la suite de la restriction du trafic de conteneurs dans le monde avec la COVID-19, ce qui a déplacé les chaînes d'approvisionnement vers des ports à plus haute capacité en Amérique du Nord, a empêché certains de nos clients, par exemple, de pouvoir honorer les commandes, par exemple, en République dominicaine. Cette entreprise a donc eu besoin rapidement de se rapprocher avec le Pérou, le Mexique, avoir des pays beaucoup plus proches pour quand même pouvoir mener ses activités. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de gouvernance. S'il y a moins de gouvernance de l'OMC, ça a une incidence sur tout, sur les coûts, mais aussi sur la réglementation, l'accès au marché, le respect de la réglementation. Et vraiment, cela peut absolument nuire à l'aptitude du système commercial mondial à générer des résultats inclusifs pour ceux qui ont plus de difficultés ou de handicap. Par exemple, dans les Caraïbes, une analyse de Oxford Economics, par exemple, et du ICC prévoyait que la perte permanente d'un PIB d'environ 5%, si l'OMC ne pouvait pas honorer son mandat, amènerait l'OMC à donc mettre la clé sous la porte, sous le paillasson plutôt. Par exemple, dans certaines îles où il y a de faibles niveaux d'intégration dans les chaînes d'approvisionnement, dans les chaînes de valeur, ces économies insulaires sont très désavantagées par une érosion du système commercial multilatéral, ce qui abaisse aussi les exportations et exacerbe l'hésitation des investisseurs, ce qui limite partant le niveau d'investissement étranger direct vers ces pays-là, alors que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Ce que l'on voit aussi très souvent, c'est que les chaînes d'approvisionnement deviennent une arme, puisque les lignes de faille se creusent avec les chocs géopolitiques,
La situation en mer Rouge est un très bon exemple qui illustre mon propos. Vous empêchez l'accès libre au canal de Suez et donc l'accès à l'Europe et vous forcez les chaînes mondiales d'approvisionnement à contourner le cap de Bonne-Espérance, ce qui ne manque pas massivement d'augmenter les temps de circulation à 60 jours pour les marchandises au lieu de 25. Donc ça a un impact énorme sur nos activités d'affaires et sur la circulation des marchandises. Merci beaucoup pour ce panorama brossé de la réalité. Bright, je m'adresse à vous. Bien sûr, il y a une demande de commerce plus robuste. Il y a des demandes pour que l'on aborde d'autres questions, donc autres que le commerce. Ça a été mentionné. Il me semble que l'organisation essaye de travailler sur ces deux fronts. Où en est-on très exactement aujourd'hui au niveau des dossiers divers et variés en négociation, en discussion à l'OMC? Merci. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord évoquer le titre de cette séance, donc révolution ou évolution. J'aimerais juste peut-être dire que la révolution, ce n'est pas dans l'ADN du commerce. C'est dit. Maintenant, nous maintenons que nous croyons en l'évolution. Une évolution qui, elle, est constante, continue, tournée vers l'avenir et qui peut avoir un impact révolutionnaire. Tout ce que vous avez entendu depuis 2 jours, 1,5 milliard de personnes ont été sorties de la pauvreté. Voilà, ça c'est révolutionnaire. Ça s'est passé non pas parce que vos actions étaient révolutionnaires, mais qu'il y a eu une évolution sur de nombreuses années qui ont permis à des accords de naître et à ces phénomènes d'être observés. Maintenant, où en sont les dossiers, les fameux dossiers? À la CM13, puisque vous en parliez, en tout cas, dans mon expérience, la CM13 ça a été un succès. Si je le dis, c'est parce que la CM13 est souvent jugée quelque part injustement par rapport à la CM12, qui était la conférence révolutionnaire puisqu'on a dépassé complètement les attentes de l'époque. De ce fait, on regarde la CM13 en se disant « Oh, vous n'avez obtenu qu'une poignée de choses, pas autant qu'à la CM12 ». Donc la CM13 a été quelque part victime du succès de la CM12, de sa conférence qui l'a précédée. Si on fait la comparaison avec la CM11, et j'en parlais avec des collègues dans d'autres enceintes, vous direz « Oh, la CM13, mais ça a été un succès renversant ». Voilà, je voulais aussi le dire. Alors, il est vrai que nous avons obtenu moins de succès qu'on ne l'espérait. Par exemple, ce qui a été fait dans l'intérêt des pays en développement, le traitement spécial et différencié, ce qui a trait au reclassement des PMA et ainsi de suite. Ces sujets-là est extrêmement important pour les PMA qui attendaient depuis fort longtemps pour que les choses enfin fassent l'objet d'un accord. Dernière chose, le moratoire sur le commerce électronique, qui est clairement très important pour beaucoup de pays, important pour des petites entreprises qui évoluent dans cet espace-là. Eh bien, prolonger ce moratoire, et je suis ravie que vous en ayez parlé, Madame Pangestou, il y a eu des émotions incroyables, un tohu-bohu. Ça aurait pu facilement se terminer à Abu Dhabi, malheureusement, ce qui aurait été très très dur et un revers pour le système commercial multilatéral. Donc ça, oui, ça a été un succès de la CM13, prolongation du moratoire de 2 ans. J'y reviendrai tout à l'heure quand nous examinerons la clause d'extinction qui y figure. Nous avons accueilli 2 nouveaux membres dans notre famille, le Timor-Leste et les Comores. Quand l'organisation est en train de mourir, on ne frappe pas à sa porte, on s'en éloigne en courant. Donc là, ça a été vraiment une bonne chose.
Et puis, il y a eu beaucoup de progrès dans la ratification des premiers accords sur les subventions à la pêche. Voilà, ça a été extrêmement encourageant pour nous tous. Donc, les dossiers existent, les dossiers évoluent, certains plus rapidement que d'autres. Et maintenant, bien sûr, si l'on prend l'accord sur la facilitation des investissements, qui a fait l'objet d'un travail d'arrache-pied par plusieurs membres, ça c'est fait, c'est bouclé. Il reste simplement à transcrire cet accord dans le corpus des règles de l'organisation. Je crois qu'il y a actuellement des progrès dans les consultations pour que cela franchisse la ligne souhaitée. Et une dernière chose que je tiens à mentionner, vous parliez du règlement des différends du système, vous en parliez comme le joyau de la couronne. C'est notre joyau de la couronne, nous l'adorons. Cependant, je dirais qu'il n'est pas terni, il brille encore. Il faut juste un petit peu le polir, le faire briller, hein, lui passer un coup de chiffon. Je sais que les membres travaillent très dur, je le sais, parce que je partage avec eux, avec la facilitatrice. Donc le joyau de la couronne est là et bien là et continue de briller. Et voilà, je souhaitais vous illustrer cela avec plusieurs points. Quand on parle d'un système de règlement des différends à l'OMC, sachez que 36 nouvelles affaires ont été portées à l'OMC depuis 2019. 36, ce n'est pas un chiffre maigre. Nous avons actuellement 6 groupes spéciaux en opération ou qui travaillent au service du système de règlement des différends. Et cela en soi, c'est un triomphe. Il y a 10 consultations bilatérales en cours à l'heure où nous parlons, entre membres ou entre groupes de membres ou paires de membres. Ce que ceci montre, c'est que le commerce avance, bouge, évolue. On ne voit plus autant de succès, quelqu'un nous le disait hier, mais voilà des choses qui permettent de faire avancer le système. Et actuellement, avec tout ce que je vous ai décrit, il faut savoir que chaque résultat de groupe spécial ne fait pas forcément l'objet d'un appel. C'est une croyance répandue, mais non. Non, tout ne fait pas l'objet d'un appel. Dans 14 différends depuis décembre 2019, les parties ne se sont pas dérangées à faire appel. Elles ont juste accepté les résultats du groupe spécial. Donc, je voulais planter ce décor maintenant et vous dire que, oui, le système a besoin d'être un petit peu repoli, quelque part. On a parlé de remondialisation. Voilà, des efforts pour réimaginer, si vous voulez, redonner une image à l'OMC, à l'organisation OMC. Et notre métier de base est toujours là et bien là. Donc les dossiers avancent. C'était une longue réponse à une petite question. Je vous remercie. So that has set the scene. Eh bien, effectivement, le décor est planté. Tournons-nous à présent vers l'avenir. Est-ce que le point où nous nous trouvons, enfin, le point où nous en sommes est satisfaisant? Et je commence par vous, Marie. Évolution ou révolution? S'il faut un changement, lequel doit-il être? Nous n'avons pas beaucoup de temps, l'heure tourne. J'espère qu'ensuite nous pourrons écouter notre auditoire, prendre des questions. Oui, là encore dans le droit fil de ce qui s'est dit hier, si les États-Unis ou les grandes puissances ne sont plus là de la même manière, il faut aussi voir avec la Chine, est-ce qu'il y aura toujours des mesures unilatérales? Je suppose que oui. Ensuite, fragmentation ou défragmentation, ce seront les pays les plus vulnérables qui seront touchés de plein fouet. Alors là, ce serait l'évolution. Maintenant, pour ce qui est d'invoquer les exceptions de sécurité nationale,
Oui, alors est-ce que ça c'est révolutionnaire? Alors, bon, si vous voulez, mais les subventions ne peuvent être négociées qu'au plan multilatéral. Une augmentation des subventions dans les politiques industrielles, comme invoquée par les pays en développement, c'est préjudiciable pour les pays en développement parce que bon, les pays en développement n'ont pas l'espace, la marge de manœuvre budgétaire pour les subventions. Alors oui, on peut polir le système de règlement des différends, mais il faut aussi aborder cette question des mesures unilatérales. Ensuite, les négociations doivent permettre cet équilibre entre libéralisation, ouverture et développement, préoccupation de développement. Renforcement des capacités, par exemple, parce que c'est ce que veulent les pays en développement. Et là, je crois que nous n'y sommes pas encore tout à fait. Nous attendons d'autres résultats. Suivi, transparence, notification des mesures commerciales et des subventions. Évidemment, ça pourrait vous paraître n'être pas grand-chose, mais si, finalement, c'est ce que nous demandons depuis un moment. On l'a vu avec la crise alimentaire et la pandémie pour la résilience des chaînes d'approvisionnement. On a vu avec le G20, l'OMC. Si vous avez des mesures d'urgence ou des restrictions commerciales pour des produits, par exemple, il faut que ce soit temporaire, ciblé, proportionné. Ce sont des principes que nous pouvons toujours affiner par la suite. Et ensuite, les initiatives plurilatérales. On en parle systématiquement. Et puis, la facilitation de l'investissement. Enfin, comment intégrer tout cela aux accords commerciaux, commerce numérique et IA, et puis le commerce et le climat. Là, il faut que ce soit traité au plan multilatéral parce que sinon, encore une fois, les pays en développement ne seront pas autour de la table. Il ne s'agit pas de faire encore de la protection. Il faut s'accorder sur des normes et sur des programmes de renforcement des capacités. Alors, deux remarques. Alors là, oui, ça va être révolutionnaire. L'organisation fonctionne sur la base du consensus. Et puis, un membre, une voix. Ça, c'est le principe et c'est un résultat en soi. Mais il faut que la voix de chacun se fasse entendre de manière responsable. Si nous voulons des percées, si nous voulons avancer de manière constructive et si nous voulons que le consensus fonctionne. Donc, il faut agir de manière responsable. Hier, j'ai fait une suggestion, enfin j'ai donné un exemple de la NAS ou plutôt de l'ASEAN qui fonctionne sur la base du consensus. Donc, tout le monde suit les négociations, mais maintenant, si quelque chose pose problème, on attend d'être prêt. Mais enfin, bon, oui, je sais, ça c'est révolutionnaire. Et la déclaration selon que l'on est développé ou en développement, enfin, cette fameuse déclaration. Nous avons plusieurs stades de développement, plusieurs cadences de développement. Ce pourrait être pris en compte pour que ce type de déclaration se fasse de manière plus responsable ou en tout cas plus constructive. Moi, je parle d'incrémentalisme constructif. Donc, on peut procéder pas à pas, de manière constructive. Et puis, les puissances de taille intermédiaire, puisque les grandes puissances ne pourront pas prendre la direction du mouvement, eh bien, il faut poursuivre la lutte et viser un système multilatéral qui doit rester intéressant pour tout le monde. D'accord, merci Marie. Eh bien, nous voilà avec un projet
Et là, nous restons sur ce sujet, donc les puissances de taille intermédiaire qui prendraient peut-être le relais. Alors Scott, mais oui, je m'adresse à vous. Quelque chose à ajouter? Je rejoins Marie sur pas mal de points, mais pour ce qui est des États-Unis, si moi j'avais le moyen de faire quelque chose, je serais le principal orateur. Enfin, il faut quand même reconnaître que les États-Unis ne souhaitent pas forcément assumer ce rôle de leader. Pourquoi? Et ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Nous avons des principes ou des règles élémentaires qui fonctionnent et il faut continuer de défendre ces règles. Mais évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, si nous visons le consensus, si nous voulons faire comme à Doha, ou si nous voulons la même chose que lors du cycle d'Uruguay, non, il va peut-être falloir procéder autrement. Je reviens aux États-Unis. On peut évidemment essayer, enfin, tenter de faire pression, parce que si vous avez 120 membres qui s'accordent sur un texte, je pense que la Maison-Blanche, le Congrès en entendront parler, puisque nous aurons les grandes tech companies qui seront du coup laissées un petit peu de côté. Alors, maintenant que l'on parle de marchandises, de services, non, moi, je pense à ces initiatives plurilatérales qui peuvent les intéresser. Mais je crois que aux États-Unis, on va, enfin, on va passer à une autre étape. Je crois que, bon, vous savez qu'il y a une élection qui nous attend. Oui, une élection au mois de novembre, mais je pense que ce pic de protectionnisme est derrière nous. On parle de démondialisation, de remondialisation. Ça fait 20 ans qu'on en parle et on continuera d'en parler. Mais parfois, vous savez, il faut juste attendre que tout cela s'arrête. Rob, de votre point de vue, que faut-il faire? Peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec ce qui a été dit. Bon, commerce électronique, tout ce qui est numérique. Nous avons ce projet de texte plurilatéral sur le commerce et aussi la facilitation de l'investissement. Mais pour évaluer la contribution de l'OMC à ces dimensions très importantes de la vie économique, nous avons des accords qui peuvent être négociés pendant des années. Mais vous savez que les technologies changent très vite. Pour l'IA, par exemple, nous ne savons même pas ce que cela va donner et quelle sera l'incidence sur la responsabilité juridique, la gouvernance, toutes sortes de questions. Donc, on peut passer des années à négocier des règles et puis tout change alors même que vous négociez. Donc, nous avons la gouvernance mondiale, les règles de l'OMC. Peut-être faut-il quelque chose d'un petit peu moins rigide, parce que le changement intervient très vite et le multilatéralisme n'évolue peut-être pas aussi vite. Maintenant, l'accord sur la facilitation de l'investissement. Bien sûr, là, on a du contenu, mais
Quand on voit le contenu, il s'agit de l'amélioration de la gouvernance, des meilleures pratiques, de la transparence, de rationalité. Et ça peut s'appliquer par le truchement de l'application de règles via le mécanisme de règlement des différends. Évidemment, il faut la sensibilisation, il faut que les agences publiques fassent advenir ces améliorations de gouvernance. Donc, on peut parler peut-être de normes sans parler de règles juridiquement contraignantes. Ce qui est formidable avec le texte sur le commerce électronique plurilatéral, on avance et on peut réduire les coûts des transactions qui posent problème. Dans la plupart des juridictions, les documents relatifs au commerce électronique ne peuvent pas être traités. Mais on n'a pas besoin de règles forcément. Il faut voir quels sont les problèmes, les questions d'assurance, de responsabilité, quelles sont les structures qui sont nécessaires pour aller vers la numérisation des documents. Mais on n'a pas besoin d'un cycle ou d'un accord type cycle Uruguay. Parfois, nous avons des textes, des projets de textes, mais pas forcément des accords au niveau plurilatéral. Oui, vous parlez d'accords sur la facilitation de l'investissement avec des dispositions peut-être via le règlement des différends. Mais comment procéder? Vous pensez à quelque chose de plus évolutif, de plus vivant? Vous dites qu'il n'est pas forcément indispensable de rendre tout juridiquement contraignant. C'est très intéressant. Federico, côté entreprise, côté opérationnel, quel changement appelez-vous de vos voeux? Pour le secteur privé, bon, le secteur privé, c'est très bien quelles sont les difficultés que rencontre l'OMC, puisque structure de gouvernance, règlement des différends, etc. Mais si nous prenons du recul, nous envisageons trois manières de procéder. Soit nous ne changeons rien, nous faisons comme d'habitude pour faciliter des négociations, pour faire de la médiation, etc. Ou alors on a des rivalités qui vont croissant, et notamment entre les États-Unis et la Chine. Mais là, je pense que ça n'est pas tenable sur le long terme. Ou alors, troisième solution, nous avons une réforme d'ampleur. Et d'ailleurs, je salue l'énergie, le courage de Madame Ngozi qui dit eh bien maintenant, je ferai ce qu'il faut pour que la réforme advienne réellement. J'ai participé à une session sur mondialisation hier et c'était le professeur Baldwin qui disait que l'OMC n'est pas moribonde. Elle n'est pas moribonde, elle évolue, c'est tout, et c'est ce que nous constatons aussi. Je pense qu'il faut aussi nous reconnaître cette marge de manœuvre. L'OMC joue un rôle vital si nous voulont conserver cet élan pour la mondialisation. Ça a été dit brillamment par le professeur Furman il y a quelques instants. Donc, comment faire pour appuyer cette évolution ou même cette révolution? Moi, je pense que si
on le lui permet, le secteur privé pourra apporter sa contribution et pourra faire en sorte que l'on insuffle un nouvel élan au système, mais sur la base de règles. Cela dit, il faut que le nouvel ordre reste souple, qu'il puisse s'adapter tout en restant résilient. Mais le commerce n'est pas ce qu'il était il y a 30 ans. Les pays ne négocient pas comme ils négociaient il y a 30 ans. Les personnes ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Nous avons le monde en développement de plus en plus important, le PIB, et là je mentionnerai l'Inde. Donc, il faut adapter les négociations aux divers modèles de politique économique, mais aussi aux divers modèles philosophiques, dirais-je. Donc, il faut accepter ces dichotomies, il faut accepter cette diversité. Je pense que c'est absolument indispensable. Il est vrai que nous avons des tensions géopolitiques à l'heure actuelle et je pense que c'est d'autant plus important dans ce contexte. Le secteur privé souhaite être vu comme un partenaire et non pas comme un spectateur. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer les normes, même si c'est important, mais de façonner aussi cet environnement réglementaire dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes disposés à appuyer l'OMC pour qu'elle adapte un système qui puisse tenir à l'avenir. Et ça a été dit hier, vous vous en souviendrez. Nous avons parlé de résilience, certes, mais peut-être ne faisons-nous pas suffisamment dans ce domaine. Waka Greenspan l'a dit. C'est au cœur de cette approche. Si nous voulons pouvoir nous adapter à la CM13, nous avons présenté un manuel qui montre que les solutions numériques sont indispensables si nous voulons être résilients justement. Si on abaisse, enfin, ça pourrait permettre d'abaisser les coûts de 14% et ça représente des milliards de milliards, ce qui est considérable. Mais nous avons moins de la moitié des pays du monde qui mettent en place un commerce transfrontière sans papier. Là où cela existe déjà, l'impact est très positif. J'ai parlé du système du guichet unique. En République dominicaine, les temps d'inspection ont été réduits d'un tiers. Et vous savez que le temps, c'est de l'argent. On peut ainsi générer 52 milliards de recettes pour les douanes. C'est considérable. Donc, il faut accepter cette numérisation et ne pas accepter de rester les bras croisés. Au-delà de la numérisation, nous avons la diversification des marchandises, par exemple, mais l'un n'exclut pas l'autre. On peut aussi parler de politique verte. Annabelle González l'a dit hier. Il faut actualiser le livre des règles pour refléter cette nouvelle réalité. Donc, au nom du secteur privé, je dirais qu'il faut que chacun joue son rôle pour rendre ce livre des règles plus actuel. Merci. Bon, puisque vous représentez le secrétariat, vous ne devez pas donner d'avis tranché, mais de votre point de vue, que
que doivent faire les membres pour arriver à l'étape suivante, pour susciter de nouvelles discussions. De quoi est-ce que les membres ont besoin? Et je reviens à ce que disait Marie tout à l'heure. Quel serait le message que vous adresseriez aux membres? Merci, merci, merci d'avoir dit aussi que je ne suis pas autorisée à dire certaines choses. Non, non, mais écoutez, je dis la plupart du temps, hein, j'ai quand même... non, non, mais bon, c'est courageux de le dire quand même. Je salue votre courage. Alors, vous l'avez dit, l'important, c'est de viser l'avenir. Ce que nous faisons est en constante évolution. Ce n'est pas que nous soyons paralysés ou... Nous avons les membres. On l'a dit d'ailleurs avant la pause estivale, il faut trouver le moyen d'améliorer le processus de prise de décision. Et là, tout le monde est concerné. L'engagement est pris par les membres d'aller de l'avant. Évidemment, nous avons des priorités et des échéances. Et je commencerai par le commencement. Le système de règlement des différends que vous avez évoqué au tout début. Nous avons pour instruction d'aboutir à un accord pour la fin 2024 et ça nous vient de la CM13. Alors, restaurer le système pour qu'il puisse être fonctionnel. C'est une instruction qui nous a été donnée. Et vous savez, la fin 2024, ça n'est pas si loin que cela dans le temps. Donc, c'est la recommandation que j'adresse aux membres, puisque c'est la recommandation que les membres se sont adressés à eux-mêmes. Donc là, c'est clair, nous devons nous mettre à pied d'œuvre tous ensemble, et le secrétariat est là pour servir les membres. Première remarque, pour le commerce électronique, vous vous en souviendrez sans doute. Bon, je ne vais pas donner lecture du texte, mais il faut trouver une solution d'ici à la CM14 ou d'ici au 31 mars 2026. Et évidemment, le plus tôt étant le mieux. Donc, il faut mettre la dernière main à ces travaux pour que d'ici au 31 mars 2026, la question soit réglée d'une manière ou d'une autre, d'une manière plutôt que d'une autre, c'est-à-dire de manière positive, pour que cela ne pose plus problème, justement. Ensuite, les subventions à la pêche 2, souvent, certains ne comprennent pas. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne voient pas les choses ainsi. Subvention à la pêche, c'est fondamental parce que si un accord global complet, fiche 2, n'est pas trouvé 4 ans après l'entrée en vigueur de fiche 1, tout va s'effondrer. Or, d'aucuns ont tendance à l'oublier. Donc, nous avons fiche 2. Et là, il faut aboutir. Je pense que nous sommes sur le point, enfin, nous étions sur le point d'aboutir à Abu Dhabi. Nous étions proches du but et notre hôte, l'ambassadeur que je salue ici, était là et nous espérons pouvoir poursuivre sous la houlette du président. Encore une fois, si il n'est pas possible d'aboutir sur ce dossier, cela aura une incidence sur ce qui a été obtenu au préalable. J'ajoute que, outre les clauses d'extinction, nous avons l'agriculture. Je n'ai pas évoqué l'agriculture lorsque je suis intervenue tout à l'heure. Non pas que ce ne soit pas important, mais c'est une catégorie à part.
l'agriculture a toujours fait l'objet de négociations, ou presque toujours. Si vous revenez à ces préoccupations liées à la sécurité alimentaire, même si on n'a pas d'échéance sur le papier pour aboutir à un accord, on a des échéances pour le bien de l'humanité. Les membres travaillent d'arrache-pied, ainsi que la présidence. Nous avons un membre, le Brésil, qui souhaite que l'on enregistre un résultat, parce que c'est important pour le reste aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que entre cet accord-là et le petit élan supplémentaire dont nous avons besoin pour le reste, ça n'est pas si loin que cela l'un de l'autre. Et ensuite, je vais vous rendre le micro. Les enseignements à tirer de tout cela. L'OMC est très utile pour les membres et je m'en suis bien rendu compte lorsque je discute avec les membres, lorsque je sors de cette salle et que j'ai l'impression que l'on n'avance pas. Moi, je prends langue avec vous et je vois bien que l'organisation est utile parce que vous êtes là pour négocier, pour discuter, et vous êtes là pour négocier avec ceux qui n'ont pas le même avis que vous. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, ça va vous sembler assez trivial, mais c'est important. On l'a vu pour les organes subsidiaires. Moi, c'est l'enseignement que j'ai tiré de tout cela. Et deuxièmement, nous sommes face à des problématiques de plus en plus complexes, bien plus complexes que les problématiques du XXe siècle, commerce numérique, tous les sujets que vous avez évoqués. Et cette nécessité absolue d'avoir l'inclusion, ce qui n'était pas forcément le cas au siècle précédent. Nous entendons des voix qui se font entendre de plus en plus fort. Il faut cette flexibilité et il faut que les membres aient une vision globale des enjeux. J'ai parlé de la retraite. Et là, nous avons des problématiques dont parlent les membres et nous essayons de voir comment discuter de tout cela. Et je félicite les membres de ce qu'ils font dans ce contexte. Et ensuite, les éléments de consensus. Tout repose sur le consensus. Maintenant, si ça ne fonctionne pas aussi bien que ce que l'on pourrait souhaiter, on vient de nous donner l'exemple de l'ASEAN. Mais oui, on peut parler de consensus responsable. Si tout le monde veut avancer, tout le monde veut obtenir des résultats, eh bien moi, j'ai l'audace de penser que ça pourrait fonctionner. Merci. For ending on this. Merci pour ce mot de la fin si optimiste. Cela nous fait comprendre combien les membres ont évolué, combien les membres savent que c'est urgent, qu'ils se fixent des délais. Mettre le système au bord du précipice, c'est aussi une façon intéressante de faire. Est-ce que ça peut fonctionner? On ne sait pas. Alors, on a commencé avec quelques instants de retard. Je ne voudrais pas prendre trop de retard maintenant, mais tout de même, je voudrais donner la parole à une personne en public, la possibilité de poser une question, pas de faire une déclaration, de poser une question à n'importe qui. Là-bas, la main est levée au fond, dans ce coin. Je vous en prie. Et s'il vous plaît, dites votre nom, pour qui vous travaillez, et s'il vous plaît, posez une question. Pour les déclarations, on pourrait discuter avec les uns et les autres plus tard au café, à l'atrium, etc. Merci. On m'entend? Oui. Je suis du Népal. Marie disait que certains pays sont mécontents car la libéralisation des échanges commerciaux n'a pas avantagé toutes les nations également. Ceux ayant une forte capacité y ont gagné. Les pays plus pauvres comme le Népal n'avaient pas la possibilité de participer complètement et équitablement au commerce mondial. Et ils ont été laissés au banc de touche. L'OMC
allègue qu'elle offre un terrain égal pour tous. Or, cette égalité ne se reflète pas dans la réalité. Voici ma question que j'adresse à tous les conférenciers. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante, puisqu'elle vient aussi d'un pays sans littoral. Ça a été évoqué. Qui veut commencer? J'imagine que vous serez plusieurs à souhaiter intervenir. Rob? Je pense que cela vient en appui à cette logique de nouvelle image sur le commerce inclusif. Comme quoi il est temps, comme on le disait, de mettre plus l'accent sur les possibilités qui doivent être données à tous les pays, à tous les peuples, de profiter de ces opportunités. C'est comme ça qu'on doit agir au nom de l'équité et aussi parce que l'organisation OMC aspire à l'universalité de ses membres et elle est vraiment l'enceinte où l'on va agir pour cela. Merci Marie. J'ai toujours cru qu'avec le commerce, on devait s'attacher à la libéralisation, mais à d'autres choses, la facilitation aussi, le renforcement des capacités, la coopération technique, quelle que soit l'appellation, et tout ceci doit se rejoindre. Et ça s'inscrit dans cette longue discussion sur la cohérence recherchée, pas seulement à l'OMC, mais avec les banques multilatérales de développement, avec la CNUSED, etc. Donc, comment produire des fruits pour les pays afin qu'ils s'intègrent mieux au commerce mondial? Pour des pays comme le Népal, ce qu'il faut, c'est, je crois, donner la priorité à ce qui doit être fait avant d'ouvrir, avant de s'ouvrir. Il faut tout un processus et ce processus aide les pays à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. C'est parfois à court terme, parfois à long terme. Ce qui est essentiel, c'est tirer les leçons des parcours des autres pays, apprendre à avoir un renforcement des capacités cohérent. Et l'OMC seul ne peut être toute la solution. C'est l'OMC et ses partenaires en toute cohérence. Qu'avez-vous dit? Intégration cohérente À l'époque, nous avions souhaité créer un processus en impliquant tous les partenaires de développement pour pouvoir offrir le renforcement des capacités nécessaires. Merci dans ce cas, Bright, le mot de la fin, car nous avons touché à plusieurs choses. Il y a une nouvelle stratégie au secrétariat qui a été diffusée hier, qui justement porte sur le partenariat avec d'autres institutions pour permettre la fourniture d'un service plus global aux membres qui ont des besoins différents. Le commerce ne peut pas être traité en vase clos sans le reste. Voilà. Il me semble qu'à un moment donné, il y avait une conversation de pays sans littoral. Bref, je vous invite à réagir à ce qu'a dit ce monsieur du Népal. Merci, merci, cette question est très importante. Ce que nous avons préconisé avec ferveur à l'OMC, cela a été ce concept de remondialisation, censé autant que possible profiter aux pays n'ayant pu profiter de la première vague de mondialisation. Et ceci inclut l'insertion dans les chaînes d'approvisionnement, sortir des schémas traditionnels. En fait, c'est vraiment dans l'intérêt des pays riches et de tout un chacun que d'obtenir que ces pays-là profitent des avantages du commerce mondial. En tant qu'économiste, on peut arguer que on veut obtenir des demandes globales de ces pays les plus élevées possibles. Ils pourront importer, s'ils ont une demande, ils pourront faire affaire avec vous. Autre raison sociologique, c'est la migration. Ce phénomène qu'on observe, la migration, il faut
résoudre ce problème économique. Il faut les aider à résoudre ce problème de difficultés économiques au sein même du pays pour que les gens aspirent à rester chez eux. Ce n'est pas qu'ils veulent vraiment venir en Europe. Ce qu'ils veulent, c'est rester chez eux et avoir un emploi chez eux, vivre décemment chez eux. Je voulais le dire. Autre chose, c'est un défi pour des membres comme le Népal ou d'autres que de faire des réformes internes. Et en cela, ils ont besoin de notre aide pour réformer en interne et attirer les investissements. Car si ce n'est pas un endroit attrayant pour les investissements, il n'y en aura pas. Dernière chose, et si je souhaite parler des minéraux nouveaux, les terres rares, etc., pour ces affaires-là, il faut encourager les entreprises à investir dans des installations de traitement sur place, là où sont trouvées ces matières premières. C'est-à-dire pas juste les trouver là-bas et ensuite les emmener ailleurs, Europe, Amérique, pour les transformer. Non, il faut transformer sur place en respectant l'environnement, l'intégrité environnementale de ces endroits et en créant des emplois. Ceci s'inscrit dans le système mondial remondialisé, réimaginé, évoqué tantôt par le professeur. Merci beaucoup. Eh bien, merci infiniment. On va donc laisser les choses là, même si on pourrait disserter des heures. Le sujet est tellement intéressant, mais nous avons terminé. Nous avons eu un aperçu de tous les grands sujets. Certains se demanderont qu'est-ce que les choses, comment les choses arriveront à l'avenir. Je propose qu'on applaudisse les conférenciers. Merci bien, on se reverra bientôt.